Tout d'abord, quelques rappels sur le cartilage. Le cartilage est un tissu conjonctif non vascularisé et non innervé à l'état normal. Il est composé de 3% de chondrocytes uniquement, un métabolisme plutôt anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Il est composé de matrices extracellulaires avec un maillage de fibres collagène qui baignent dans une substance fondamentale composée principalement de glycosaminoglycans et d'électrolytes qui sont dissous dans de l'eau. Le potentiel mitotique des chondrocytes est faible, c'est-à-dire qu'ils se divisent peu, et donc une capacité d'autoréparation limitée après lésion traumatique. Régulation de la synthèse de matrices extracellulaires. Celle-ci est influencée par des contraintes mécaniques subies par les chondrocytes, comme par exemple la marche à raison de 1 pas toutes les 2 secondes, ou l'inhibition par la compression statique ou l'absence de contraintes. La matrice extracellulaire est contrôlée par la libération de cytokines et de divers facteurs de croissance. Elle évolue avec l'âge vers une dégradation de matrice extracellulaire, une modification du phénotype des chondrocytes ou bien une réduction de la cellularité du tissu. L'arthrose touche 39 millions de personnes en Europe. Elle se caractérise par une lésion initiale du cartilage, puis ensuite va toucher l'os sous-chondral, avec celui-ci va réagir en essayant d'augmenter la surface de contact et va donc fabriquer des ostéophytes. C'est une maladie multifactorielle qui est liée au vieillissement, mais aussi à des contraintes génétiques, à des contraintes biomécaniques, à l'obésité, à des traumatismes articulaires et puis à une comorbidité, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires ou la dépression pour la tolérance à la douleur. Gros plan sur le genou. Donc la prévalence de la gonarthrose, c'est environ 3% des femmes âgées de 45 à 65 ans et 15% au-delà de 65 ans. Durant toute une vie, on a presque une chance sur deux de souffrir de gonarthrose. Et cette arthrose peut être primitive, mais aussi secondaire à la hanche ou au genou, et peut être liée à des facteurs métaboliques comme des problèmes d'arthrite microcristalline, de gouttes, de chondrocalcinose articulaire, à des problèmes anatomiques, notamment dysplasie de hanche, ostéochondrite, épiphysiolyse, donc des problèmes de l'adolescence, ou bien une inégalité de longueur des membres inférieurs de plus de 2 cm. Des facteurs traumatiques, à l'issue d'une fracture du cotyle, d'une fracture d'articulation, d'une chirurgie articulaire avec en gros plan les lésions méniscales opérées, et puis les traumatismes articulaires sévères, et puis toute inflammation, qu'elle soit microcristalline, septique ou autre, va favoriser l'arthrose du genou. Elle est aggravée par des facteurs systémiques comme la race noire ou l'âge, une génétique défavorable, et puis l'obésité par libération d'hormones toxiques par les cellules adipeuses, telles que l'adipokine ou leptine. Les facteurs locaux, c'est la modification biomécanique dans les suites d'entorses, de malalignements, genou varome, genou valgum, le port de talon aiguille aussi à favoriser, et puis les impacts répétés dans les sports collectifs ou les sports de combat sont hautement toxiques pour le cartilage. L'évaluation fonctionnelle se fait par des scores, donc tels que le score de Womack, et puis l'évaluation anatomique par des scores d'imagerie, essentiellement radiographie standard, tels que les scores de Kellgren et Lawrence. En médecine régénérative, le produit le plus ancien, c'est l'acide hyaluronique. C'est une protéine de type glycosaminoglycan, découverte en 1934 dans l'humeur vitrée de l'œil. C'est un gel à haute viscosité qui améliore la stabilité de la matrice extracellulaire du cartilage et qui a des vertus anti-inflammatoires. Dans la revue Prescrire, en juin 2017, ceci rapporte une efficacité modeste, mais pour eux, cette molécule expose à des effets indésirables graves, tels que douleurs prolongées, épanchements, fièvre et nécrose cutanée. Alors ça, honnêtement, c'est des choses que on ne voit pour ainsi dire jamais, avec une fréquence d'effets secondaires de 0,74%, quand le placebo lui entraîne 0,57% d'effets indésirables. Donc vous voyez une différence quand même extrêmement faible, et à mettre en balance bien entendu avec les anti-inflammatoires qui lui entraînent 10 à 15% d'effets indésirables graves et qui sont prescrits à la louche en France. Pour la gonarthrose, les résultats sont inférieurs aux corticoïdes injectés à 1 mois de l'injection, mais ils sont supérieurs à 6 mois dans la plupart des études randomisées contrôlées sur plus de 1800 patients. Et c'est un meilleur antalgique versus corticoïdes anti-inflammatoires ou sérum salé dans diverses études. Donc un effet supérieur à beaucoup de molécules et supérieur au placebo. Dans la gonarthrose, 856 études publiées sur Medline il y a 2 ans.
plus de 150 études ouvertes, plus de 60 études contrôlées, plus de 10 méta-analyses, dont seulement 3 négatives, mais c'est ces études méta-analyses négatives qui ont été retenues par la Sécurité sociale pour supprimer le remboursement en 2017 de cette molécule. Je citerai notamment la méta-analyse de Cochrane, qui est réputée pour la qualité de son travail en 2006, qui avait à l'époque retrouvé 40 essais randomisés, et qui notait donc à 5 à 13 semaines après l'injection une douleur qui diminuait de 28 à 54% et une fonction qui s'améliorait assez nettement avec assez peu d'effets secondaires et pas forcément de différence à l'époque d'un acide hyaluronique à l'autre. Maintenant parlons du plasma riche en plaquettes. Il s'agit de réaliser une prise de sang au patient puis de récupérer par centrifugation les plaquettes. Ces plaquettes, une fois injectées dans l'articulation, vont libérer des facteurs de croissance qui vont entraîner une mobilité des cellules souches mésenchymateuses que l'on trouve dans la moelle rouge des os. Elles vont entraîner une prolifération, un recrutement de ces cellules souches et une différenciation de ces cellules souches en chondrocytes, donc qui vont pouvoir fabriquer du cartilage. Les synobiocytes aussi vont fabriquer de l'acide hyaluronique en quantité, et puis la matrice extracellulaire va être de nouveau reconstruite avec du collagène de type 2 et des protéoglycans. Et enfin, les plaquettes ont des effets cataboliques, c'est-à-dire ils inhibent le métabolisme négatif des cytokines, donc ces médiateurs chimiques qui attaquent le cartilage. Est-ce que le PRP c'est mieux que le reste? Eh bien, il y a une étude comparative qui a été réalisée en 2011 qui répond à la question, qui a mesuré l'effet du PRP versus des acides hyaluroniques de bas poids moléculaire versus d'autres de haut poids moléculaire. Donc en général, le bas poids moléculaire c'est l'acide hyaluronique bon marché et le haut poids moléculaire c'est l'acide hyaluronique beaucoup plus cher à l'achat. 150 patients ont été testés, répartis en 3 groupes. Kellgren 0, donc pas d'arthrose à la radiographie. Kellgren 1, 2, 3, c'est de l'arthrose mais avec du cartilage encore visible. Et Kellgren 4, c'est une zone de l'articulation où on a un contact os-os sans cartilage visible. Eh bien, le protocole d'acide hyaluronique et de PRP, c'était 3 injections à 2 semaines d'intervalle. Eh bien, 2 mois, le PRP donnait les mêmes résultats que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, et ce quel que soit l'âge, est supérieur à l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. En revanche, à 6 mois, le PRP est supérieur à tout le monde. Donc vous voyez ici l'amélioration à début d'injection, à 2 mois et à 6 mois pour le PRP, LW pour low weight acide hyaluronique et HW pour high weight, donc haut poids moléculaire de l'acide hyaluronique. En revanche, on montrait une inefficacité en cas de stade 4 de Kellgren et un résultat moins bon chez les patients les plus âgés. On note ici l'amélioration sur les chondropathies, où c'est là où on a le meilleur résultat avec le PRP. Dans l'ostéoarthrite débutante, on a des résultats encore tout à fait satisfaisants et supérieurs aux autres traitements. Et dans l'ostéoarthrite avancée, voilà, on a des résultats finalement à peu près équivalents. Donc un effet supérieur uniquement à court terme. Une méta-analyse en 2014 de 16 études avec 1500 participants a montré une supériorité sur les acides hyaluroniques, en particulier en cas d'arthrose peu évoluée ou de chondropathie dégénérative isolée, des effets indésirables pas plus qu'avec l'acide hyaluronique et des résultats supérieurs pour les PRP si on fait plus de 2 injections. L'efficacité est plus rapide et maintenue à 1 an de suivi, et elle est aussi supérieure dans l'étude de Patel à l'injection de sérum salé. Résumé du congrès de la CFTS, donc Société française de traumatologie du sport en 2018, qui montre que dans la plupart des études retrouvées, donc toutes les études randomisées ont été analysées et on trouve une supériorité quasi systématique du PRP sur l'acide hyaluronique chaque fois que ceci est mesuré, aussi bien au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Voilà les différentes études. Étude de Gapan 16 entre autres, nous avons participé à une étude il y a quelques années où on mélangeait acide hyaluronique et PRP en cas de gonarthrose. Cette étude était menée aussi avec Toulouse, Lyon et Paris. Les patients avec une gonarthrose de stade 2 ou 3 de Kellgren étaient recrutés, mais c'était tous des patients résistants à l'acide hyaluronique, avec 3 mois de washout, et donc des patients en attente de prothèse totale de genou, puisqu'aucun autre traitement ne pouvait leur être proposé. 77 patients ont été recrutés, avec un léger surpoids, et les injections étaient faites à 2 mois, enfin 0 mois,
2 mois et 6 mois d'un mélange de PRP et d'acide hyaluronique. Vous voyez en dessous la préparation. Donc, après centrifugation, on obtient le culot globulaire ici bloqué par un gel de séparation. Ici, les plaquettes avec le sérum et ici l'acide hyaluronique. On mélange le tout et on injecte tout cela dans le genou de façon très simple et indolore. Les résultats étaient jugés sur l'échelle EVA douleur et sur le score fonctionnel ou WOMAC. Et bien 95% des patients ont été répondeurs à 9 mois, indépendamment de leur poids ou de leur âge. 80% de ces patients qui étaient, je le rappelle, en attente de prothèse totale de genou n'ont pas été opérés puisqu'ils se portaient bien au suivi de 4 ans. Et la moitié des répondeurs ont maintenu leur amélioration à 4 ans, sans qu'il soit nécessaire de refaire des injections. On a noté 13% d'effets indésirables, un type souvent de douleur très passagère. Qu'en dit la souris? Eh bien, pour créer de l'arthrose chez une souris, c'est assez simple, il faut lui couper le ligament croisé, puis la faire courir. Et puis ensuite, sur ces souris opérées, on va pouvoir soit faire des injections d'acide hyaluronique, ou de PRP, ou d'un mélange des deux, et les comparer aux souris saines ou aux souris opérées, mais sans aucun traitement régénérateur. Eh bien, si vous regardez le A, c'est le témoin, donc ça c'est un genou de souris sain avec du cartilage et un beau ménisque. Dans le petit B, c'est une souris avec un genou victime d'arthrose, donc plus de ménisque du tout et un cartilage complètement mangé sur la partie, sur une grosse partie, disons, du condyle. Quand on injecte de l'acide hyaluronique, on a une restitution partielle des ménisques et du cartilage. Celle-ci est bien supérieure quand on met du PRP seul, et quand on fait le mélange PRP plus acide hyaluronique en petite E, eh bien, il est absolument impossible de faire la différence avec le témoin qui n'a pas été opéré initialement. On a par ailleurs une normalisation des concentrations de globules blancs et de lymphocytes uniquement dans les genoux infiltrés avec PRP et acide hyaluronique chez la souris. Donc une restitution vraiment ad integrum, c'est-à-dire comme neuf. Alors, la coxarthrose, est-ce que ça marche dans l'arthrose de hanche? Vous voyez ici une infiltration sous échographie, on voit l'aiguille arriver jusqu'au niveau de la hanche. Ça se fait très simplement au cabinet. C'est l'affaire de 10 minutes. Première étude, 40 patients victimes d'une coxarthrose très invalidante. On en refait 3 injections à une semaine d'intervalle et on trouve une amélioration significative au score WOMAC et à l'échelle de la douleur à 7 semaines, mais aussi qui se maintient à 6 mois. Une autre étude a fait une comparaison PRP versus acide hyaluronique avec des injections éco-guidées et retrouve une amélioration significative dans les deux groupes, c'est-à-dire que les deux traitements fonctionnent. Troisième étude randomisée de niveau 1, où on mélange PRP versus PRP et acide hyaluronique ou versus acide hyaluronique, et on trouve un meilleur résultat à 2 mois et 6 mois pour le PRP seul, avec un effet identique finalement à 12 mois. Donc c'est pour cette raison que je ne mélange le PRP et l'acide hyaluronique que pour le genou. Dans les autres articulations, j'injecte du PRP seul, conformément aux dernières études scientifiques. Dans l'arthrose talocrurale, l'arthrose de cheville, il faut savoir qu'elle est beaucoup plus rare que les autres articulations, certainement liée à une densité de protéoglycans supérieure qui augmente la résistance de cette articulation, et c'est le plus souvent lié à des séquelles d'instabilité chronique, donc l'intérêt est de traiter au mieux les entorses de cheville pour ne pas avoir un jour de l'arthrose. Dans une étude de niveau 4, 20 patients ont été recrutés avec 3 injections à 2 semaines d'intervalle. Les patients étaient suivis sur l'échelle EVA douleur à divers scores fonctionnels et l'efficacité était suivie sur 24 semaines mais maximale à 12 semaines. Une autre étude où on traitait des LODA, donc des lésions avec arrachement du cartilage dans une zone spécifique de la cheville. Elles étaient traitées par microfracture, donc chirurgicalement, avec débridement, puis injection soit d'acide hyaluronique, soit de PRP, soit de sérum salé. Différents scores ont permis de suivre les patients sur 15 mois et on a trouvé un résultat supérieur du PRP en une simple et unique injection versus le reste. Dans l'arthrose du pouce, c'est une étude menée sur 10 patients où on compare 2 infiltrations de PRP à un moyen intervalle sous radioguidage. Les patients étaient suivis sur un score fonctionnel, une échelle de la douleur, une mesure de la force de serrage entre le pouce et l'index à 3 et 6 mois. Eh bien, on trouve un effet significatif, surtout dans les stades Eaton 2, c'est-à-dire les stades où l'arthrose est la moins évoluée. C'est-à-dire que plus l'arthrose est évoluée et moins ça fonctionne. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver comme dans les autres
articulations. En revanche, vous voyez l'amélioration sur le score fonctionnel de façon extrêmement nette dans les rhizarthroses débutantes, puisque les patients ici au premier examen étaient très douloureux pour ensuite arriver à aucune douleur du tout à 3 mois et 6 mois. Donc quand on intervient tôt, on a des résultats vraiment bénéfiques. Autre étude randomisée contrôlée, rhizarthrose de grade 1 à 3, avec 16 patients, 2 injections à 15 jours d'intervalle, tandis que les autres patients avaient un mélange de cortisone et lidocaïne, donc c'est un peu l'infiltration standard. Le suivi se faisait à 3 mois et 1 an sur l'échelle EVA douleur, sur le score fonctionnel satisfaction du patient. Alors si à 3 mois tout le monde était à peu près satisfait, à 12 mois en revanche, il y avait une très nette amélioration en faveur du PRP. Regardez ici comment se passe une injection, voilà, donc l'aiguille, on la devine à peine ici, et on voit le produit s'infiltrer tranquillement dans l'articulation du poignet, ça se fait du pouce, pardon, ça se fait sous échographie de façon extrêmement simple là aussi. En conclusion, acide hyaluronique et PRP sont supérieurs au placebo et sont de bons produits. Les PRP sont quand même quasi systématiquement supérieurs aux acides hyaluroniques, en particulier si l'arthrose est peu évoluée, donc l'intérêt de se prendre en charge tôt, avec un effet maximal en cas de chondropathie simple. Et puis le mélange PRP acide hyaluronique est particulièrement intéressant pour la gonarthrose. Alors il existe d'autres thérapies dont on va parler. C'est la prolothérapie, beaucoup plus connue aux États-Unis et dans les pays d'Europe de l'Est, assez peu développée en France. Alors c'est quoi? Prolo, c'est l'abréviation de prolifération. On injecte dans une articulation des substances irritantes, par exemple du dextrose hyperosmolaire ou du moroate de sodium. Ça entraîne une hyperpolarisation nerveuse par ouverture des canaux potassiques qui va entraîner une inhibition finalement des messages douloureux. Ça entraîne une réponse inflammatoire, mais l'inflammation c'est le préalable de la cicatrisation. Et cela entraîne un déficit d'entrée des canaux sodium et calcium, sachant que l'entrée de sodium entraîne un potentiel d'action mais aussi la nociception, et l'entrée de calcium permet de libérer les substances P et le CGRP qui sont médiateurs de la douleur. Le blocage de ces canaux diminue les douleurs neuropathiques et l'œdème. C'est utilisé dans la lombalgie, dans la tendinopathie chronique et aussi dans l'arthrose, c'est notre sujet ici. Alors là, je n'ai retrouvé qu'une seule étude dans la littérature sur le sujet. Étude randomisée de niveau 2, 2 groupes en crossover, 36 patients présentent une arthrose douloureuse de plus de 6 mois et ils sont suivis sur le score WOMAC et sur un score fonctionnel Time Up and Go. Donc le premier groupe, ils ont un programme d'exercice physique à faire durant 32 semaines et on leur fait des injections de prolothérapie dans le genou tous les mois, les 4 premiers mois, tandis que l'autre groupe, eux, ils font les mêmes exercices, mais en revanche, les injections de prolothérapie, on les fait à 5, 6, 7 et 8 mois. Et bien, précocement, on a une diminution de 22 points du score WOMAC dans le groupe 1 et de 6 points dans le groupe 2, c'est-à-dire que l'exercice s'améliore les gens mais faiblement. En revanche, exercice plus prolothérapie, ça marche beaucoup mieux. Et après 36 semaines, on a une amélioration de 47% dans le groupe 1 et 36% dans le groupe 2 qui finalement commence à rattraper le groupe 1. Donc l'effet propre de la prolothérapie est mesuré finalement à moins 12 points, c'est-à-dire que l'effet d'exercice physique déjà est très intéressant et l'effet de la prolothérapie, c'est moins 30% de douleur. Donc ça c'est intéressant parce que la prolothérapie, évidemment, c'est le dextrose, c'est du sucre, donc ça ne coûte pour ainsi dire rien. Ça nécessite beaucoup plus d'injections comme vous pouvez le voir par rapport à l'acide hyaluronique ou au PRP, mais on obtient à moindre coût des résultats tout à fait intéressants. Donc en cas d'arthrose ou de chondropathie, vous l'avez compris, n'hésitez pas à me contacter sur Doctolib.